Eh ben, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Pierre Arnay. Je suis interne en second semestre dans le desk de psychiatrie. Je suis actuellement en stage dans le service d'hospitalisation du professeur Lançon à Sainte-Marguerite. Pour la bibliographie, j'ai souhaité m'intéresser aux personnes en situation de migration et tout le travail qu'on a pu faire, ça nous a amené à nous intéresser plus précisément aux violences sexuelles et à la santé mentale chez les femmes en situation de migration. Pour parler de tout ça, je vous propose le plan suivant. Donc, on va refaire le point grâce à la bibliographie sur ces violences, leur fréquence, en faisant un peu l'état des lieux de l'épidémiologie en Europe et dans le monde, et plus précisément par la suite en France, notamment chez les femmes en demande d'asile. Et on essaiera d'appliquer tout ce dont on a parlé pour notre pratique clinique. Donc d'abord, avant tout, des petites définitions. D'abord, les demandeurs d'asile, c'est des personnes qui viennent solliciter la protection internationale. C'est des personnes dont la demande d'asile en fait n'a pas été encore traitée sur le plan administratif par le pays d'accueil potentiel. Les personnes en situation de migration, c'est des personnes qui quittent leur lieu de résidence habituel pour s'installer soit à l'intérieur du même pays, soit par-delà une frontière internationale. Et le migrant, les migrants, c'est plutôt des termes génériques qui ne sont pas définis par le droit international et qui sont en fait usés, qu'on use dans le langage courant. Ces définitions, elles proviennent d'un organisme qui est en charge de l'immigration pour l'ONU. Et c'est sur ça qu'on s'est basé pour parler de ces personnes dans cette bibliographie. Donc moi, pourquoi je me suis intéressé en fait aux personnes en situation de migration? C'est d'abord par expérience personnelle, que ce soit aux urgences ou en service, on est souvent confronté à des patients en situation de migration régulière ou irrégulière. Notamment en service, on a eu au moins 4 situations cliniques de patients qui étaient hospitalisés pour des motifs différents, mais qui avaient à chaque fois une expression symptomatique qui était en lien avec leur histoire personnelle, avec leur parcours de migration. La migration, enfin, les situations de migration, c'est aussi un sujet d'actualité de par tout ce qu'on peut voir dans les informations. Donc, c'est quelque chose auquel on est confronté et auquel on va être confronté dans le futur. Moi, je souhaite quand même partir d'un des patients qu'on a eu en service, qui est Monsieur C, qui est un patient âgé de 17 ans, qui est originaire de Gambie, qui a été hospitalisé dans l'été pour des troubles du comportement sur la voie publique, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. C'est un patient qui initialement était suivi pour un trouble schizophrénique depuis juin 2022, qui est sorti courant août 2022 avec une injection retard de Zipadera et qui, en septembre 2022, avait stoppé spontanément son traitement. Il y avait eu une évolution à bas bruit des éléments délirants jusqu'en avril-mai de 2023, et puis il y a eu une explosion symptomatique en mai 2023, où il a eu une nécessité d'hospitalisation. En entretien, quand on a le patient avec nous, il y a des éléments délirants qui sont prédominants, de thématiques de persécution, mystiques, qui sont de mécanismes plutôt interprétatifs, voire hallucinatoires pour certains, qui est non systématisé et qui est avec un insight qui est nul ou quasi nul. C'est un patient dans l'expression symptomatique de ces idées délirantes, on retrouvait des éléments en lien avec le parcours migratoire, notamment des fausses reconnaissances vis-à-vis des soignants, avec des sentiments de persécution. Donc ça nous a amené à le questionner un petit peu plus sur ce parcours et sur ce que ça avait pour conséquence pour lui. Il y avait une vraie souffrance du patient avec des reviviscences, des tortures qu'il avait pu subir, des brûlures, des pertes qu'il avait pu avoir, ou même des confrontations qu'il avait eues vis-à-vis de la mort au cours de son parcours. Donc la barrière de la langue a rendu donc tout ça extrêmement difficile. Et on a eu des difficultés aussi sur les thérapeutiques, hein. Il y a eu du Zyprexa, du Risperdal, de l'Abilify qui a été initié sans amélioration du comportement et des symptômes. C'est à l'introduction de la dépakine qu'on a eu un amendement des troubles du comportement avec des doses qui étaient soit à 1000 à 1250 en fonction du bilan biologique. Mais on avait une persistance des délirantes qui nous ont mené à introduire du Soliant. Ce patient
qui avait été, donc Monsieur C, qui avait été hospitalisé, qui avait ensuite été suivi par Dr Storms, a depuis 2 semaines stoppé ses traitements. Les équipes nous ont informé d'une recrudescence de la symptomatologie délirante à bas bruit, sans envahissement du quotidien, sans trouble du comportement. Nous, actuellement, il est hospitalisé pour qu'on puisse réintroduire un traitement qui soit adapté pour le patient et aussi questionner l'intérêt d'une évaluation psychologique et de la mise en place d'une psychothérapie concernant son parcours migratoire, étant donné qu'il est déjà suivi sur son foyer d'accueil par une psychologue. Donc, on va faire le point dans les prochains jours, avec les équipes. Donc, cette situation, elle nous a amené en fait à nous poser plusieurs questions. Quels sont les types de violences, quelles en sont leurs fréquences et quels sont les impacts et les conséquences que peuvent avoir ces violences en santé mentale. Pour la deuxième partie de cette question, on a eu moins l'occasion, de par les bibliographies qu'on a eues, de s'y intéresser. Donc, on va surtout centrer notre sujet sur l'épidémiologie, l'incidence et les circonstances de survenue de ces violences. On a commencé notre travail bibliographique avec une étude publiée en 2013 dans l'American Journal of Public Health qui s'intéressait aux violences et à la santé chez les personnes en demande d'asile. Ça a été une revue systématique de 23 études qui a été faite, d'études de partout dans le monde. On a eu de ces données beaucoup de disparités. Les tendances qu'on a pu donner, c'est sur les types de violences majoritaires qui étaient subies, donc les tortures, les violences physiques, les violences sexuelles. Tous ces termes ont été définis par une publication de l'OMS en 2002 sur l'état des lieux des violences dans le monde chez ces personnes en situation de migration. Par exemple, et vu qu'on va en parler, pour les violences sexuelles, l'OMS nous dit que c'est tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaire ou avance de nature sexuelle, ou acte visant à un trafic ou autrement dirigé contre la sexualité d'une personne en utilisant la coercition, commis par une personne indépendamment de sa relation avec la victime, et ce dans tout contexte, pardon, y compris mais sans illimité, au travail et au foyer. Donc, dans ces études, on avait beaucoup de disparités, que ce soit entre les populations, dans une même population, avec des fréquences qui étaient variables. C'est dû à beaucoup de choses, hein, des biais de mémorisation, d'échantillonnage avec des faibles échantillons, des difficultés d'établir une population cible et de savoir comment orienter ces études. Pour vous donner quelques exemples, pour les tortures, par exemple, selon les populations, on avait une première disparité. En Hollande, chez les patients irakiens en situation de migration, c'était 30% d'entre eux qui décrivaient des tortures, contre 67% chez les personnes en situation de migration en provenance d'Afghanistan et qui étaient au Japon. Pour les violences physiques, il y avait aussi des grosses différences. Par exemple, en Australie, dans un centre d'accueil pour personnes en demande d'asile, il y avait 85,7% des personnes qui décrivaient des violences physiques, contre en Grèce 21,6%, pardon, pas en Grèce, à Genève, 21,6% de personnes qui avaient été exposées à ces violences physiques. Donc, ces études, on a des données qui sont insuffisantes, mais c'était un travail qui était nécessaire pour alerter sur la prise en considération de ces populations dans nos études épidémiologiques et de prise en charge. Le fait qu'il fallait faire plus d'études justement à ce sujet. L'étude, elle conclut assez tristement que sa meilleure découverte, en fait, c'est le défaut de données suffisantes et actualisées et qu'il va falloir s'intéresser d'autant plus à ça. Pardon, je n'ai pas parlé des violences sexuelles. Pour les violences sexuelles, on avait des données extrêmement limitées, sans différenciation en fonction du genre. Les seules choses qui en sont ressorties, c'est que dans ces violences sexuelles, il y a les violences sexuelles de tout type, il y a les viols et il y a les mutilations qui sont prédominants. Vu qu'on avait des données qui étaient plutôt limitées sur les violences sexuelles, on est allé rechercher dans la revue Saúde Pública en 2019 des informations. C'est à nouveau une revue systématique qui s'intéresse aux violences sexuelles parmi les réfugiés.
L'objectif, c'était de synthétiser 7 bases de données de 4 pays d'Europe différents. Il y avait 3000 études et ils ont sélectionné 60 études pour pouvoir pour pouvoir extraire les données. Il y avait des disparités de fréquences qui étaient extrêmement importantes, qui ressortaient avec des prévalences variables de 0 à 99,8%. Ce qui ressortait, c'est des tendances épidémiologiques avec le viol, qui était la violence la plus représentée dans 2 tiers des études qu'ils ont inclus. Euh, L'étude, elle vient souligner à la fin la nécessité, encore une fois, de mettre en place des prises en charge d'urgence à l'accueil des personnes en situation de migration, de même que de poursuivre les études vis-à-vis de ces violences sexuelles pour en fait mesurer l'amplitude dans les pays et les causes et les conséquences que ça peut avoir. Pour ça, en 2020 et 2021, il y a eu plusieurs publications qui sont intéressées à l'épidémiologie sur le plan local de ces violences sexuelles. Par exemple, aux États-Unis, en 2020, dans le Journal Forensic LegMed, il y a une étude qui a été sortie justement sur les femmes en demande d'asile aux États-Unis et sur les violences sexuelles qu'elles ont pu subir tout au cours de leur vie. Donc la prévalence sur la vie entière chez ces femmes en demande d'asile, c'est 88,2%, avec une prévalence du viol qui était à 50,3% dans cette même population. Si on prend un autre exemple en Grèce, donc en 2020, dans le PLOS ONE, ils sont intéressés aux violences sexuelles contre les personnes en situation de migration et les demandeurs d'asile. Donc, c'était sur un échantillon de 215 individus. Ils ont pu remarquer que la majorité des événements de violence sexuelle étaient des viols. Il y a une petite coquille, pardon, c'est 94% et pas 96%. Et dans cette étude, on avait des premiers éléments d'incidence avec des différenciations sur le parcours migratoire de la survenue de ces événements, avant, pendant le parcours et après, c'est-à-dire à l'arrivée dans le pays hôte. En Allemagne, en 2021, il y a une étude qui est sortie concernant l'association de la santé mentale et des violences sexuelles chez les réfugiés hommes et femmes qui arrivent en Allemagne. Je vous épargne mon allemand pour le nom de l'article, mais il est bien sûr noté en bas. Euh, il notait qu'il y avait d'autant plus de troubles psychiatriques lors d'exposition à des violences sexuelles, et je choisis comme exemple de vous parler des symptômes de la dépression qui touchait 27% des personnes en situation de migration qui avaient expérimenté des violences sexuelles contre 18%, contre 18% dans la population qui n'avait pas expérimenté de violences sexuelles. Donc, on a fait le point à l'étranger et on s'est questionné sur ce qui se passait en France. Euh, Pour ça, on est parti d'un constat simple. Il y a très peu de données d'incidence. On a très peu de données aussi sur les circonstances de survenue, sur les facteurs de risque sur lesquels on pourrait jouer en prévention et dans les prises en charge de ces patients. Et heureusement pour nous, dans le Lancet Regional Health est sortie une étude française cette semaine, lundi, sur l'incidence des violences sexuelles parmi les personnes en situation de migration, sur les femmes en demande de migration en France. C'est une étude de cohorte rétrospective qui s'est aussi intéressée aux circonstances de survenue. Donc, elle a tenté de donner des premiers éléments quant à quand est-ce qu'on devait agir euh, sur la prévention, sur la prise en charge de par l'incidence et comment on pouvait agir, c'est-à-dire sur quels éléments de prise en charge on pouvait avoir un levier. Donc, c'est comme ça que s'est justifiée l'étude, hein, par la nécessité de ces données d'incidence, de ces données de facteurs de risque et de circonstances de survenue pour la mise en place de stratégies de prévention adaptées et bien sûr une mise à jour des données qui étaient nécessaires sur le territoire. L'étude, elle s'est basée donc sur une population de femmes. Ces femmes, elles sont en demande d'asile en France. Elles sont sur le territoire depuis plus d'un an et moins de 2 ans, et elles ont été recherchées en dehors et dans les structures d'accueil des des personnes, pardon, en situation de migration. Pour étudier ces questions, il y a eu un questionnaire standardisé qui a été réalisé et qui a été fait soit en personne, soit par téléphone, avec un traducteur qualifié quand c'était nécessaire et qui était bien sûr expérimenté à travailler dans le domaine médical.
On a interprété les chiffres en rapport avec la population générale et on a obtenu des résultats d'incidence et des facteurs de risque et des probables facteurs de risque et circonstances de survenue pour ces patients. Je vous présente le flowchart pardon, de cette étude. Donc, c'est une étude qui a débuté son inclusion en octobre 2021 et qui a terminé son inclusion en mars 2022. L'inclusion s'est faite à Marseille et avec les hôpitaux de la région sud. Donc, sur 1999, pardon, pour être précis, femmes qui étaient éligibles à ce questionnaire, il y a 273 femmes qui ont été incluses, dont 86 qui ont été incluses par téléphone. Ce que j'aimerais qu'on retienne de la population qui a été incluse, c'est que c'était des femmes de 26 à 35 ans majoritairement, qui étaient originaires d'Afrique de l'Ouest et qui avaient déjà subi des violences sexuelles dans leur pays d'origine. Les résultats qu'on a obtenus à partir du questionnaire dans cette population, c'est que 30% de cette population a subi un acte de violence sexuelle dans sa première année passée en France. Dans ces violences sexuelles, on a 6,4% de cette population qui a subi un viol. Et le chiffre qui est d'autant plus inquiétant, c'est que que c'est survenu plus d'une fois à 5,5% des cas. Moi, j'aimerais quand même paraître un peu choquant, mais par rapport à la population générale, c'est une population qui subit 18 fois plus de violences sexuelles et 9 fois plus de viols. Ils ont tenté d'établir des circonstances de survenue, des facteurs de risque à la différence de ces chiffres. Pour ça, ils ont fait une étude multivariée et j'aimerais revenir sur ces deux exemples. En fait, sur n'importe quel type de violence sexuelle, la majorité des personnes qui étaient victimes, c'était des personnes qui avaient déjà subi des violences sexuelles dans leur pays d'origine. Et pour les viols ou les tentatives de viol, c'était à nouveau des personnes qui avaient déjà subi des violences sexuelles dans leur pays d'origine, quelle qu'elle soit, mais qui venaient aussi principalement d'Afrique de l'Ouest. Cette étude, elle nous montre des chiffres qui sont extrêmement importants, on l'a vu juste avant, mais qui ne sont pas entièrement justes ou pas entièrement complets. Notamment parce qu'une grande partie de la population, hein, on l'a vu au début, n'a pas été questionnée. Il n'y a eu que 300 personnes à peu près sur 1300 qui ont été questionnées. Donc ça peut nous faire penser à une sous-évaluation de l'incidence des troubles. C'est bien sûr à pondérer avec le fait que parmi les personnes qui étaient éligibles, certaines personnes ont simplement refusé de répondre au questionnaire parce qu'elles ne se sentaient pas concernées par ces violences sexuelles. Donc, toutes ces violences sexuelles, elles sont plus importantes dans ces populations et on sait de par l'OMS que ces violences, elles peuvent avoir des conséquences en santé mentale. Il y a un fact-sheet de l'OMS qui est sorti et qui disait que ces formes de violence durant le parcours migratoire, elles peuvent mener à des dépressions, des stress post-traumatiques, des difficultés, des troubles du sommeil, des troubles du comportement alimentaire et des tentatives de suicide que c'est forcément plus de femmes qui subissent ces violences et que ces violences sexuelles, quand elles surviennent, quand ces femmes sont jeunes, ça peut mener à des troubles addictologiques, enfin, à des troubles addictologiques quasiment au premier plan, avec la consommation de drogue, d'alcool, mais aussi des comportements sexuels à risque plus importants. Sur ces comportements sexuels à risque. D'ailleurs, en 2018, dans le Lancet Public Health, il y a une étude française qui a essayé de s'intéresser à la prévalence, l'incidence des patients qui contractaient ou qui avaient le sida dans ces populations et qui ont montré qu'il y avait une prise en charge sur le plan somatique aussi qui était nécessaire. Donc, qu'il y a une prise en charge globale sur le plan institutionnel, sur le plan médical qui doit être mise en place. Qu'il y ait une affection traumatique probable, enfin qu'il y ait une affection traumatique qui soit probable ou avérée. Il y a l'étude d'ailleurs qui proposait des premières situations, des premières solutions avec l'accès à un logement personnel le plus tôt possible pour éviter la récidive de violences sexuelles dans le pays hôte.
Nous, pour notre pratique clinique, ben, faut retenir quand même que ces chiffres, ils sont extrêmement importants. On savait que ces situations, elles étaient fréquentes, mais là, on a une étude qui vient de nous le montrer, qu'on a des efforts de prévention qui sont rares concernant ces populations, qu'il va falloir trouver un moyen de réduire le risque de développer les conséquences dans ces populations. Il faut qu'en consultation, on n'omette pas, on essaye de ne pas omettre ces violences migratoires, notamment sexuelles et encore plus en présence d'une population féminine. Ça va être d'autant plus important parce que bah, parfois on a les hallucinations, les symptômes délirants qui peuvent venir masquer ces symptômes en lien avec le parcours migratoire. On a quand même quelques solutions hein, en hospitalisation comme en consultation. On a des sexologues, des psychologues qui peuvent être mis dans la prise en charge. On peut avoir aussi une mise en place de traitements qu'on sait parfois efficaces dans les troubles de stress post-traumatique et dans les états dépressifs. Si vous souhaitez compléter cette petite présentation, Le Monde a publié lundi, pardon, non, mardi, un article concernant 8 femmes à Marseille qui ont été incluses dans cette étude et qui s'intéressent à leur histoire et à ses conséquences. Si je dois retirer quelques points clés, bah, c'est que les violences sur le parcours migratoire, elles sont prédominantes, qu'elles vont nécessiter une évaluation adaptée, qu'elles sont, que ces violences, bah, elles sont toujours perpétuées sur le territoire d'accueil, malgré bah, les moyens qui sont disponibles en termes de structure de soins, et donc les moyens de prévenir les conséquences qui existent. C'est encore nécessaire dans la bibliographie de déterminer de façon précise les facteurs de survenue afin d'établir des stratégies de prise en charge et de prévention. Et nous devons, et je me dois après ce travail en consultation, bah, d'intégrer dans la prise en charge le parcours et les violences, que ce soit dans mes investigations ou dans mes propositions de soins pour le patient. Et sur cette petite phrase, bah, je finis ma présentation et je vous remercie pour votre attention.